La personne que je reçois aujourd'hui dans le podcast de Cube a monté une boîte valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Ça fait quoi d'être fondateur d'une des sociétés les plus valorisées en France? Il protège plus de 1000 milliards de dollars en crypto dans le monde. Et il a failli tout perdre à cause d'une erreur, une fuite de données. Un certain nombre de couches de protection, on se dit bon le mec il en a pété une, il en a pété deux, bon ok, bah ça va, on est toujours tranquille, bon on a pété trois, bon bah là qu'est-ce qu'on fait? La CIA a même voulu contrôler sa société. Et dans son aventure, il est passé de 8 cofondateurs à plus de 500 salariés et a dû se séparer de certains d'entre eux. Aujourd'hui, il a la solution pour changer Internet. Cet invité, c'est le cofondateur de Ledger, Nicolas Bacca, et son CTO historique. Et dans ce podcast, il va nous confier les coulisses de la création d'une licorne et ce que l'argent n'a pas réglé chez lui. Merci Nicolas d'être le premier invité de ce nouveau podcast de Cube. Bah écoute, déjà merci à toi pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne idée de podcast justement de présenter un peu les coulisses de comment on fait les saucisses, comme on dit en général dans ce milieu. Donc bah, très bonne idée. Puis en plus, tu m'as dit que j'étais le premier là, à passer, donc je suis ravi d'inaugurer ce podcast que j'espère qui va durer très longtemps. C'est le premier à passer effectivement dans ce nouveau décor qui va accompagner chaque semaine un chef d'entreprise, un créateur, un patron de licorne. C'est ce qu'on va aborder ici. Tu as monté Ledger en 2015, on est en 2026. Ça fait quoi d'être fondateur d'une des sociétés les plus valorisées en France? Écoute, bah déjà, j'insiste toujours sur ce fait-là. On était 8 cofondateurs, donc tous ensemble, et on avait chacun notre petite particularité. Enfin, ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Après, ce que ça fait, bah écoute, moi déjà, ça me fait plaisir, surtout en pensant aux utilisateurs à qui on a permis de devenir un peu plus indépendants financièrement et surtout de comprendre vraiment ce que c'est que les cryptos et de profiter des cryptos de la meilleure façon possible. Parce que pour moi, quand tu n'as pas les cryptos en self-custody, en fait, tu ne profites pas de tout ce que les cryptos peuvent t'apporter. Notamment de la liberté de détenir tes fonds, de la liberté de programmer tes fonds. On va parler de programmabilité, je pense, de plus en plus, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence avec un asset traditionnel. Et au final, quand on n'est pas en self-custody, tout ce qu'on fait, c'est s'exposer à un actif comme on pourrait s'exposer à n'importe quel actif synthétique. Donc la self-custody est vraiment la clé de la crypto, et c'est ça, je pense, qui me rend le plus heureux aujourd'hui. C'est beaucoup plus encore que le côté licorne, c'est la contribution qu'on a pu avoir dans l'écosystème. Mais on va parler évidemment de cette manière de détenir son propre argent qui d'ailleurs envie beaucoup de gens. On traverse une vague d'enlèvement en ce moment parce que c'est très incompris en fait que cette manière de se sécuriser est aussi très traçable. Tu participes d'ailleurs beaucoup à des arrestations avec les forces publiques, tu nous en parleras tout à l'heure parce que c'est passionnant ce que vous faites. Tu nous donneras aussi toutes les trajectoires que vous avez suivies et la manière dont vous avez pu changer ce marché. Vous avez même, j'ai cru comprendre, dû entre guillemets mentir à certains investisseurs, en tout cas au tout début, même à des grandes banques pour qu'ils vous suivent. Et c'est ce qu'on va parcourir durant une petite heure ensemble. Avant ça, j'ai appris il y a quelques semaines qu'on est passé d'une carte à puce avec la tête de François Fillon dessus pour voter aux élections de la primaire de la droite, si j'ai bien compris, à une Ledger, à une licorne valorisée à plus d'1 milliard d'euros. C'est quoi le cheminement en fait? Ouais, alors c'est vrai que c'est une vieille histoire. Ouais. Moi, c'est une histoire que j'aime bien toujours raconter. Et effectivement, on est passé de François Fillon à également un panda, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus familiers des pandas que de François Fillon, à quelque chose qui déjà ressemble beaucoup plus à des bitcoins. Donc ça, c'est le début. Donc de la Ledger. question, voilà, c'est ça, c'est comment on en est arrivé là. Tu bossais là-dessus avant. Voilà, je bossais là-dessus avant. En fait, j'ai été appelé pour être CTO d'une société qui faisait en fait une solution de publicité qui consistait à faire un petit peu du pins moderne. Donc en fait, cette carte, l'idée c'est que c'était une carte à puce en fait, mais que c'était vraiment une carte qui se connectait au port USB. Derrière, on avait une petite épaisseur qui permettait en fait de donner une épaisseur à la carte et de la faire rentrer dans un port USB. Et donc, quand on branchait cette carte dans le port USB, en fait, elle se transformait en clavier maléfique, j'ai envie de dire, et elle allait taper une URL pour connecter l'utilisateur sur un site. Alors, ça paraît un petit peu overkill d'utiliser une carte à puce pour ça, et effectivement, c'est complètement overkill. Donc, en fait, ce qui, je dirais, a permis derrière de réfléchir sur des formats de carte à puce et sur ce qu'on pouvait faire avec une carte à puce, c'est ce choix qui avait été fait au départ, qui pour moi était un très mauvais choix industriel. Donc en fait, on peut faire ça avec un microcontrôleur qui va coûter quelques centimes de centimes en fait en Chine, alors qu'une carte à puce, on est plus autour de $1, $1,05. Okay. Mais ce choix nous a permis derrière d'itérer, et quand la société a périclité, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une carte à puce. Et effectivement, étant dans le domaine des cartes à puce depuis très longtemps, en fait, je pourrais peut-être raconter un petit peu dans mon parcours d'entrepreneur ensuite ce que j'ai pu faire.
Le choix logique pour moi, en ayant une carte à puce avec un OS ouvert, c'était de s'en servir avec un choix de marché qui, à l'époque, donc en 2012, me paraissait évident, parce que j'ai découvert le white paper de Bitcoin en 2012. Celui qui a fondé Bitcoin, qui a Voilà, effectivement écrit comment ça fonctionnait voilà. en 2008-2009. Toi, tu le rencontres Ouais, 3-4 ans donc plus je tard, ce vois ça, papier-là. je lis ça en 2012 avec je dirais François Fillon et les pandas qui étaient en train de couler en ce moment, et en se Bitcoin qui était disant, pas très haut d'ailleurs à ce moment-là. non, Quelques non, centaines d'euros clairement, tout au plus. c'est plus quelques dizaines, Quelques dizaines d'euros. quelques dizaines d'euros à Maintenant, on est l'époque, plus à ouais. 100 000 Ouais. euros. Donc, effectivement. Et je me suis dit très vite, en fait, on a cette solution qui permet de protéger les secrets, on l'a rendue ouverte, mais jusqu'à présent, toutes les sociétés que j'avais essayé de faire autour de la carte à puce, parce que bon, je tourne dans le milieu depuis assez longtemps, on va dire, ma première société, je l'ai montée en 2004, Ok. déjà pour vouloir ouvrir la carte à puce et justement voir ce qu'on pouvait apporter en plus avec cette solution. En fait, là, pour la première fois, je me suis dit, on peut s'en servir, des gens vont pouvoir s'en servir, et on peut s'en servir pour détenir de l'argent. Et la solution, c'est vraiment de détenir des assets, puisque détenir des mots de passe, personne n'en a vraiment grand-chose à faire, mais détenir des assets, là, ça change tout. Si on a une solution qui permet de protéger ces assets contre les attaques, les plus grandes attaques qu'on peut avoir, et si au final, on peut fournir des solutions équivalentes à ce que fournissent les gouvernements pour protéger ça, on a répondu à un grand problème. Et donc, ça, c'est 2012. Ouais. 2015, la création de Ledger. Tu rencontres tes cofondateurs. Effectivement, C'est vous êtes un ça, certain on s'est nombre. rencontrés un petit peu avant, fil on de s'est l'eau. rencontrés au fil de l'eau, hein. Après, c'est vrai que c'est une histoire que je raconte souvent, donc là, je sais pas si tu as envie que je te raconte Si tu peux le faire en un accéléré, peu dans effectivement, quand quel... même, de voir Voilà, les donc différentes en typologies que vous fait, moi, étiez. je tournais avec Olivier et Cédric, donc, qui étaient mes deux cofondateurs de l'époque, que j'avais rencontrés en 2012, après différentes, je dirais, aventures dans des boîtes avant. Sachant que ma façon, moi, de faire des boîtes, enfin, pareil, on va en reparler, c'était plus de faire des sociétés de consulting, et ensuite de réfléchir à comment on peut aller du consulting à un produit. Parce que ma façon de voir les choses, c'est plus de se dire, on va creuser en fait un schéma, on va creuser un domaine le plus possible en consulting. Ça me permet d'identifier un petit peu les inefficiences qu'il va y avoir dans un marché, et ensuite ça me donne envie de me lancer. Donc c'est là-dessus que je me suis lancé dans la carte à puce, sans avoir d'idée au final exactement de ce que je voulais faire, mais juste je me suis dit, la carte à puce, on va arriver à quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé ensuite à Bitcoin en 2012. Donc là-dessus, j'avais deux autres associés qui faisaient le hardware et la partie cryptographie. Moi, en fait, je suis plus sur l'intégration, la glue, les applications qu'on va faire, la connexion avec les autres wallets, ce genre de choses. Ok. Et on est parti à l'aventure. Donc, avec cette solution-là, on est allé sur une des premières grandes conférences qui s'appelait Future of Money à San José. Donc là, on a eu un stand qui était assez fun. Je raconte juste l'anecdote parce qu'elle était drôle. On parlait sur Bitcoin Talk, on n'avait pas de stand à l'origine. Bitcoin Talk, qui était un des forums sur lequel tout le monde parlait à l'époque. On s'est dit, on n'a pas de stand, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, quelqu'un vient me parler en message privé et me dit, si tu veux, on partage notre stand. Bon, j'ai dit, ok, pourquoi pas, partageons notre stand. Et une fois qu'on s'est topé dans la main, c'est là où j'ai eu la question. Je me suis dit quand même, je vais lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, le gars me dit, moi, en fait, je fais des t-shirts. Ouais, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un stand qui était coupé en deux, en fait, avec une moitié de t-shirt, une moitié de hardware wallet. Et à l'époque, la façon dont on vendait des t-shirts dans une conf Bitcoin, c'est qu'en fait, le gars, il était même pas là, il posait ses t-shirts, il posait un QR code, et les gens, ils venaient, ils payaient, ils prenaient leur t-shirt et ils payaient. Donc il y avait vraiment personne qui surveillait le stand, tout marchait tout seul. Enfin, c'était la grande époque. Bref, cette conférence, on voit que ça marche bien. Du coup, on décide de continuer, on va creuser un petit peu plus la solution, on va la rendre un petit peu plus compatible avec les wallets modernes. Continue de parler sur Bitcoin Talk, et là, je parle avec quelqu'un qui me dit, moi, je vends des bitcoins aujourd'hui sous forme physique, je les vends à Vierzon, je les vends sur des clés USB. Je lui dis, si tu veux, on peut te proposer quelque chose d'un peu plus sécurisé, ça serait plus sympa. Donc voilà, et en discutant, je me rends compte que ce gars était à Vierzon. Donc c'était Joël de la société Chronocoin. Voilà, Chronocoin, anciennement Radio Ceros. Là aussi, il y a une histoire drôle à raconter là-dessus, c'est que Radio Ceros, c'était une société qui faisait du streaming musical. Et qui s'est dit à un moment, pour fidéliser les gens, on va leur envoyer des tokens. Avec Et David Ballan, c'est ça voilà, duo avec d'associés. David Ballan et Vanessa Rabessandratana. Donc c'est déjà là une boîte de 2, plus une boîte de 3, plus une boîte de 3. Tu commences à voir le schéma, voilà. C'est vrai que tu dis d'ailleurs dans beaucoup des échanges que tu as avec l'écosystème que statistiquement monter une licorne Ouais. à 8, Non, c'était peu probable. Ça y est, vous l'avez c'est fait, même maintenant faut pas le faire. dans n'importe quel écosystème. Déjà, une boîte à 8 qui survit, c'est pas courant. Alors, une licorne à 8, je pense que là, littéralement, on est l'anomalie statistique sur le graphe. Hein. Il y a personne. Faut plus essayer, quoi. Non, ça faut pas essayer. Donc voilà, donc là on se retrouve à 3. Et puis ensuite, la partie supplémentaire, c'est quand on a rencontré Eric et Thomas France, du coup, à l'inauguration, enfin un petit peu après l'inauguration de la maison du Bitcoin, quand on a eu un hackathon, on y allait. Puis là, on s'est dit, on a un peu tous la même vision. On se dit que c'est important de protéger Bitcoin, on va le faire avec du hardware, et puis on va pouvoir faire un truc plus grand tous ensemble. Parce que avant vous,
C'était quoi la manière de sécuriser Bitcoin? C'était que via les plateformes? C'était via des paper C'était wallets en via réalité aussi, des, mais ouais, c'était via très des paper rudimenté? wallets, via des softs que tu pouvais faire tourner, mais les softs n'étaient pas très sophistiqués. Il y avait des applications web qui tentaient de faire un petit peu de la self-custody. Enfin, d'ailleurs, il y avait InstaWallet à l'époque, qui était un des prédécesseurs de Paymium, qui a un service de Paymium, d'ailleurs, c'était pas un prédécesseur, mais qui permettait de faire ça. Donc, Ok. bon, bah là, le problème, c'est qu'il fallait se souvenir d'une URL et ensuite utiliser l'URL pour accéder à son wallet. Donc, je te laisse imaginer, niveau sécurité, c'était quand même pas fou. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de moyens de sécurisation avant d'avoir les premières hardware wallets. Et ce qui est rigolo, c'est que Trezor et Ledger sont des sociétés qui ont commencé à réfléchir au problème un petit peu en même temps, mais qu'en fait, le premier hardware wallet que quasiment personne ne connaît, c'est une société qui s'appelle... alors j'ai complètement loupé, j'ai complètement oublié le nom du produit, mais le gars qui faisait ça, c'était un truc comme Someone42, quelque chose comme ça. Bref, son produit s'est fait ensuite racheter par Butterfly Labs. Butterfly Labs, qui était un des premiers mineurs de Bitcoin, qui a un petit peu arnaqué les gens, on va dire. Enfin, D'accord. ils avaient une bonne habitude qui consistait à miner et ensuite à envoyer les chips aux gens quand la difficulté du réseau avait un peu trop augmenté. Donc au final, ils envoyaient des chips qui servaient à rien. Ils se sont fait racheter par ces gens-là et du coup, ils sont morts. Donc voilà. Histoire assez rapide. Mais c'était les premiers, ouais. Sinon, littéralement, c'était eux, je pense, le premier hardware wallet. Et ensuite, il y a eu Ledger et Trezor. Et donc là, vous montez la société en 2015. Mhm. À quel moment vous commencez à lever vos premiers euros? On commence dès 2015 en fait, parce que nous on disait on va monter la société, ensuite on doit être capable de lever, sinon on voulait faire du hardware sans faire de levée, une petite levée, hein, sans lever quelque chose de l'ordre d'1 million, on va pas pouvoir en fait monter quoi que ce soit. Donc c'est là qu'on commence à sortir les rames et à se rendre compte que prêcher Bitcoin et prêcher ensuite du hardware en même temps, ça va être très compliqué, parce que déjà Bitcoin personne ne comprend rien, le hardware en général un VC il va avoir horreur de ça, parce qu'il voit pas comment ça scale, il voit que c'est très compliqué à produire et forcément il y a à peu près tous les red flags qui s'allument. Donc là, on a mis beaucoup de temps avant de trouver des gens qui étaient OK pour nous accompagner là-dessus. Parce qu'en fait, c'était la combinaison d'un actif incompris en 2015 plus un produit physique, Ouais. et vous vouliez Les deux, déjà ça le produire faisait- en France? Voilà, oui, bien sûr. On voulait le produire en France parce qu'on était convaincus déjà la carte à puce étant une technologie française, on était convaincus que c'était quelque chose qu'on pouvait faire ici. Et puis ensuite, on était déjà quand même beaucoup à venir de Vierzon. Alors moi, je suis pas vierzonais, mais bon, on voit qu'on a quand même beaucoup de vierzonais dans l'équipe. On avait conscience qu'au niveau de la distribution, aussi au niveau du shipping, construire à Vierzon, c'était une bonne idée, parce qu'on aurait, on aurait de la place, on aurait des aides, on aurait des gens. Donc c'était vraiment la solution la plus logique pour nous. Et la France, pour la carte à puce, c'est vraiment la réponse logique. Quand on parle de carte à puce, surtout après la vidéo de Micode que à peu près tout le monde qui adore la tech Ouais. a regardé avec J'aime plus, on pense effectivement à tout ce qui tourne autour de la CIA, de l'ingérence des États. Est-ce qu'à Ledger, vous avez été approché, tamponné par la CIA? Est-ce qu'on a essayé de vous demander une backdoor? Est-ce que tu as vu ça et comment tu as regardé l'affaire Je J'aime dirais, plus, toi, à nous, l'époque? nous, on n'est jamais trop venus nous voir pour ça, parce que je pense qu'on était un peu dans un domaine flottant, hein, pour ces gens-là qui ne comprenaient pas encore très bien ce qu'on fait. Ok. On a eu des demandes de temps en temps des forces de l'ordre, évidemment, nous demandant si on pouvait tracer des fonds, nous demandant si on pouvait ouvrir un wallet. Donc pour ça, la meilleure façon de ne pas pouvoir répondre, c'est de ne pas pouvoir le faire. Donc étant donné qu'on était convaincus qu'on ne pouvait pas le faire et qu'on avait construit le système pour que ce soit pas faisable, on était très à l'aise pour répondre. Pour l'anecdote, je crois que c'est beaucoup plus tard, donc pendant notre série C ou pendant la série B, je me souviens plus bien, on a In-Q-Tel qui est venu nous voir en direct pour vouloir investir. Donc Qui là, est le c'était fonds de la CIA le en fonds de la question, CIA. Donc exactement. là, évidemment, là, c'était en direct. Donc In-Q-Tel, tu les vois arriver, tu leur dis oui, thanks but no thanks, quoi, voilà. T'as pas envie de faire de la défense américaine, voilà, tu les laisses passer, mais... À part ça, j'ai envie de dire, on n'a pas eu d'attaque frontale ou transversale pour essayer de rentrer chez nous. Mais comment ça veut dire que tu reçois un mail, donc In-Q-Tel, c'est le fonds d'investissement Ouais. officiel de la CIA, qui Ouais. te dit bonjour, on veut rentrer dans C'est votre ça. levée, on veut mettre tant d'argent, comme n'importe quel fonds. Bah quoi. oui, Ils comme se n'importe cachent quel pas, fonds. quoi. Bah non, là, en l'occurrence, ils se cachaient pas. Alors c'est vrai que pour J'aime plus, ils ont été beaucoup plus fourbes. Ils ont infiltré la société. Ils ont été effectivement. fourbes. Je pense qu'au final, je veux dire, Marc Lassus, là-dessus, il a été attiré très probablement, je veux dire, par l'argent qu'on lui a apporté dès le début. Il a vu qu'on lui retirait une épine du pied, parce que c'est vrai que quand on fait du hardware, quelqu'un qui arrive et qui apporte beaucoup d'argent et qu'on est coincé en période de scale, on peut tout de suite avoir envie d'y aller sans trop se poser de questions. Je pense que c'est probablement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Et après, il s'est rendu compte du problème une fois que le piège était tendu et qu'il était complètement dedans, quoi. Je sais que tu n'es pas très fort dans les chiffres, donc je ne vais pas te demander de sortir exactement les. Ouais, c'est les bien, valos, t'as bien retenu on en a- mes différentes interviews, c'est cool. Et je sais les forces et faiblesses des invités, mais globalement, on passe pas de 0 à 1 milliard en une seule fois.
fois, on y va en Non, ça va être plusieurs étapes. compliqué. Ouais, voilà. Euh, à quel moment, justement, donc là, la première levée, on y est 2015, la seconde, elle arrive un petit peu après, Ouais, et là, vous allez voir des banques et des déjà à institutions. l'époque, voilà, déjà à l'époque, bon, bah, la crypto avait quand même un cours qui n'était pas non plus très affolant. C'est-à-dire que nous, on avait toujours cette vision consumer, qu'on allait révolutionner vraiment l'argent pour le grand public, hein, c'est ce qu'on voulait faire. Euh, mais jusqu'à 2017, on a quand même beaucoup sorti les rats. Mais c'est justement ce moment-là où, quand on a voulu faire une première levée, enfin, quand on a voulu faire une série A, je veux dire, qui a traîné autour de 2016-2017, bah, on était complètement en train de se demander ce qu'on allait faire comme business model. Puisque là, le consumer ne décollant pas, on regardait plus le côté enterprise, enfin, le côté entreprise. Parce qu'à l'époque, c'était le grand délire de l'enterprise blockchain. Tu sais, c'était Ouais, bien sûr, hein. le grand temps du blockchain, not Bitcoin, savoir la blockchain, la machine de la confiance, etc., etc. Donc là, c'est vrai qu'on a été approché par des investisseurs qui étaient beaucoup plus des investisseurs entreprises que des investisseurs qui voyaient la croissance dans le domaine des particuliers. Donc, à ce moment-là, on commençait vraiment à douter et à se dire, bah oui, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais au final, encore une fois, là, on a eu un peu le problème de j'aime plus, mais tu vois, d'une façon quand même beaucoup plus simple, c'est qu'on a besoin de l'argent pour continuer, donc on le prend. Ouais. Au final, on fait une petite pause dans notre stratégie. Il se trouve que la pause a été vraiment minuscule, parce qu'ensuite, en 2017, on a eu le premier grand boom qui a été connu par le grand public, parce qu'avant, il y avait eu déjà plein de booms hein, de Bitcoin, mais bon, je dirais que c'était très confidentiel, donc personne s'en rendait vraiment compte. Mais quand c'est passé du cent au dollar, puis du dollar à la centaine de dollars, je veux dire, ça avait déjà fait beaucoup de bruit chez les initiés. Alors Ouais. après, évidemment, comme personne, j'ai envie de dire, ne l'utilisait vraiment, ça se voyait pas. 2017, on a eu la combinaison d'un nouveau boom de Bitcoin et en même temps d'une grande pénétration au niveau du grand public, puisqu'on avait déjà cette communication qui était en train de se faire. Et c'est à ce moment-là que tu as compris que vous étiez en train de construire un truc qui allait vous dépasser tous, là, les Ouais, cofondateurs là, que vous étiez. c'était, oui, ça vraiment, en 2017, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, on voyait des Tu choses. peux nous raconter un peu l'état d'esprit, justement, d'un cofondateur d'une boîte qui explose à ce moment-là? Tu me disais tout Ouais, à l'heure, hors caméra, que finalement, tu avais des gens qui prenaient des vols de New York à c'est Paris ça. pour aller Ouais. à votre siège et repartir avec une ledger ou pas repartir, globalement. Ouais. C'était quoi Bah, cet à ce moment-là, tu environnement-là? comprends que c'est vraiment compliqué de faire du hardware parce Ouais. qu'au final, bah, là, on a été limité par la physique. C'est-à-dire, on ne pouvait plus produire, en fait. On avait des ruptures d'approvisionnement sur tout. En plus des cartes à puce, je veux dire, c'est des choses à plusieurs, c'est des choses à 15 semaines. Enfin, c'est des choses vraiment qui sont très longues, en fait, à produire. Du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, est-ce que ta boîte ne va pas mourir parce que juste, bah, en fait, tu n'es plus capable de vendre? Le comble. Un paradoxe quelque Ouais. part, mais ça arrive en fait à plein de sociétés de hardware justement qui vont réussir et qui vont se retrouver dans cette situation. Elles sont complètement noyées sous la demande et derrière on ne sait plus quoi faire. Donc on est toujours très réticent. Enfin moi en tout cas j'étais toujours très réticent et je pense la majeure partie de l'équipe à prendre des précommandes parce qu'on se sent toujours mal en fait en prenant une précommande quand on fait du hardware parce qu'on dit derrière bah, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'arrive pas à produire ou si je produis pas à temps, bah, on crée une attente auprès du client et au final ça endommage beaucoup la réputation, ça endommage beaucoup la marque. Là franchement j'étais plutôt inquiet parce que donc t'essayes de gagner du temps en disant bah, en attendant on va essayer de vous proposer un petit peu plus de services sur les produits existants, on va essayer de vous donner le plus d'informations possible en fait sur quand est-ce que ça sera disponible, mais on n'y arrive pas. Et puis derrière on voit tout ce qui se passe autour de nous où là effectivement on peut rien contrôler. Donc sur le marché secondaire, comme tu disais, voilà, donc on voit des gens qui viennent nous voir pour essayer de nous supplier d'en acheter. On voit des gens sur eBay qui ont commencé à faire du stock et qui les vendent 600 $. Je fais bon ok non, enfin j'ai pas créé la boîte pour ça quoi. J'ai pas créé la boîte pour enrichir des scalpers et pour faire un espèce de marché tout bizarre autour d'elle. Donc ouais, c'est perturbant. Et c'était quoi le pire, finalement? C'était d'être dans la position d'attente que le marché reparte ou de devoir gérer un manque Ah d'approvisionnement bah, quand il est c'est de reparti? gérer le manque d'approvisionnement et Ok. surtout de se dire, bah, au final, comment est-ce qu'on va prévoir notre prochain approvisionnement? Parce que sachant qu'on est sur des marchés qui sont complètement instables, l'autre problème que tu peux avoir derrière, c'est de faire du stock que au final, tu ne vas pas pouvoir écouler. Alors même si c'est pas dramatique, je veux dire dans notre cas, parce que il y a du hardware pour lequel c'est beaucoup plus dramatique. Si tu prends des processeurs, par exemple, qui vont être obsolètes dans 2 ans, bon bah là, tu peux pas vraiment enfin, tu dois vraiment extrêmement bien dimensionner ton stock. Nous, on peut se permettre de fausser le dimensionnement, mais j'ai envie de dire, si tu fausses le dimensionnement, ça fausse aussi quelque part ton budget. Parce que tu dois être capable de lever suffisamment pour pouvoir combler ton stock. Donc c'est toujours cette complexité, je dirais, dans le monde du hardware que tu dois faire. Enfin, comment est-ce que tu prévois ton stock par rapport à ton marché? Et quand en plus tu es sur un marché qui est totalement volatile et sur lequel personne n'a de chiffres, hein, personne ne savait comment le marché crypto allait décoller, bah
tu peux très facilement te planter. Et donc, essayer de naviguer ça en disant, bon, bah, on va prendre un feeling et puis on va se dire, avec le doigt mouillé, ah, bah, on doit acheter tant de composants de ça, tant de composants de ça. Bon, en plus, après, tu te prends le Covid par-dessus, mais ça, c'était encore un autre problème. Voilà, ça devient, là, tu comprends que tu joues vraiment en mode hardcore, tu vois. C'est entrepreneur en mode, entrepreneur en mode vraiment Difficile à hardcore. activer, ouais. Et je te demanderais tout à l'heure justement quelle est la meilleure chose à faire aujourd'hui pour quelqu'un qui veut monter sa boîte et les conseils que tu pourrais donner parce que Ouais. le monde il a complètement Ah bougé, il n'y oui, avait pas ça d'IA a à l'époque. clairement plus rien à Quand voir. vous Ouais. pitchiez justement Ledger en 2015, 2017, 2018 à des investisseurs et qu'il faut justement expliquer un petit peu ce que vous faites, vous donnez. C'est quoi le pitch de Ledger? Comment vous tronquez un peu la réalité pour essayer d'emborder des gens qui ne seraient jamais montés et justement vous donner le cash de continuer et de pouvoir réaliser à la fin une licorne? Ouais, bah, moi, alors la vision déjà, moi en général, avec lequel je le pitchais, c'était de dire, bah, on est la carte à puce, on est la carte à puce du futur. Alors évidemment, ça va parler à un Français qui sait ce que c'est que de la carte à puce, lui dire c'est la carte à puce qu'on va connecter à Internet. Bon, bah là, voilà, là, un VC français en général, on lui dit ça, il va comprendre. Mais c'est pas forcément le pitch qui va être le plus universel et qui va parler à tout le monde. Ouais. Donc on met vraiment l'accent sur le fait qu'on va rendre les utilisateurs indépendants, qu'on va vendre justement cette indépendance et que cette indépendance ne peut exister que sous la forme d'un device matériel spécifique. Et c'est qui le premier gros acteur du financement qui vous suit et qui fait que bah, vous quittez le stade de business angel pour passer à justement le début de la licorne? C'est quoi le premier gros acteur Tout le financier? début, Le premier gros acteur où tu te dis, bah, ce jour-là, on a la première personne... qu'on changeait de catégorie. Ah oui, quand on a changé de catégorie, ben, je pense qu'honnêtement, je réfléchis, hein, je réfléchis parce que ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est pas des trucs sur lesquels c'est pas des trucs sur lesquels je me souviens bien. Ça t'a pas marqué en tout cas? Non, Finalement. ça m'a pas marqué Ok. parce que c'est vrai que quand tu es complètement dans l'accélération, tu vois les gens qui arrivent. J'ai envie de dire, c'est pas un industriel, quoi, tu vois. Donc c'est beaucoup plus un fonds Ouais. où tu sens que quand il y a un fonds qui vient et qu'il y en a plein d'autres qui sont prêts à mettre derrière, en fait, le moment où j'ai le plus senti qu'on décollait, c'est qu'on était en train de négocier un petit peu comment on allait faire notre série B, tu vois, et comment toujours on allait réussir à trouver notre lead au milieu de tous les deal flows qu'on recevait, Ok. et qu'on s'est rendu compte que le marché accélérait tellement qu'en fait, on était capable limite de générer 1 million de CA par jour. C'est-à-dire qu'on vendait tellement à l'époque qu'on générait ça. Donc et là, on s'est dit, bah oui, bah en fait, on va juste vendre, voilà, on va juste vendre pendant 2 mois comme ça, puis au final, bon, bah on n'a plus besoin de lever quoi que ce soit, parce qu'on va juste dire au VC, bah les gars, voilà, dommage, il fallait investir avant. Et ça, on s'est rendu compte que c'était quand même le meilleur appui qu'on pouvait avoir, puisqu'à ce moment-là, bah, le FOMO, en fait, on le crée dans le sens inverse. On se rend compte on voit bien que, enfin, les VC voient bien que s'ils investissent pas, ils vont louper quelque chose. Même si on a toujours été très transparent aussi sur la structure complètement incompréhensible du marché, en disant d'ailleurs à tout le monde qui investissait que ça pouvait se retourner du jour au lendemain, ce qui s'est en général passé. Hein. Je pense qu'on a assez bien call the top sur pas mal de séries, mais bon, voilà, ça après, c'est un petit peu le hasard du timing. Et justement là, on est à peut-être sur 2026-2027, une entrée en bourse Ouais. de Ledger, donc, La rumeur dit ça, oui. probablement aux États-Unis. Vous êtes toujours une licorne aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont levé en 2021, je veux dire à l'époque de l'argent magique, qui ont vu leur valo divisé par beaucoup. Donc j'ai envie de dire que si tu regardes ça, logiquement, tu pourrais te dire que Ledger n'est pas vraiment différent, puisque bon, au final, on est une société tech qui a levé en 2021. Et... Donc c'est assez difficile aujourd'hui de savoir exactement où est la valo. Je pense que ce qui est avantageux quand tu es dans les cryptos, c'est que t'as toujours cet effet d'accélération qui est possible, surtout au niveau aujourd'hui des marchés de l'intégration de la crypto avec la finance, qui est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais pris en compte jusqu'à présent. C'est-à-dire que la dernière valo de Ledger, c'était la valo de Ledger en tant que produit retail. Et aujourd'hui, Ledger, c'est beaucoup plus qu'un produit retail. Je dirais, c'est quelque chose où au final, tu deviens un instrument de la finance globale pour des gens qui veulent en même temps rester en liberté. Donc on a beaucoup plus d'intégration, je dirais, de la crypto qu'on pouvait en avoir avant. Donc c'est toujours un petit peu, tu vois, compliqué de parler de la valo, parce que si tu regardes mécaniquement, tu vas te dire, bah non, il n'y a aucune société qui a levé en 2021 qui a la même valo, donc a priori, on ne devrait pas être à la même valo. Ok. Et on n'a pas vu non plus d'accélération interstellaire, donc la logique voudrait que la valo soit inférieure. Après, c'est pas chiffré, donc C'est pour l'instant pas coté, donc bah non, effectivement, c'est pas compliqué de coté, suivre. donc c'est compliqué de donner une valo. Pour moi, enfin, la partie qui me fait croire, je dirais, à une IPO et qui me fait dire que bah, c'est pas complètement une idée, tu vois, comme ça, lancée en l'air et puis qu'on va regarder ce qui se passe, c'est justement cette intégration de la crypto au monde de la finance.
C'est qu'on est on est sur un gâteau qui a considérablement augmenté, je veux dire, depuis la dernière valorisation qui a été posée sur Ledger. Mais et tu l'incarnation parce que tu as plutôt l'aspect technique et justement, je te poserai la question de quelles sont les plus grosses prises de tête et les plus gros trucs faciles que vous avez eu en tant que 8 associés Ouais. et en fait, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez bien réparti les rôles au début, qu'il n'y a pas eu trop, a priori, de prise de tête publique en tout cas, mais tu me diras si je me Ouais, trompe. ouais, ouais. Cela étant, tu es quand même dans le parcours idéal de tout fondateur qu'on voit nous à Cube qui en fait se Ah dit: bah oui, «Je vais aller jusqu'à l'IPO et je vais oui. devenir multimillionnaire». Ah bah c'est sûr que oui, c'est sûr que là, on est plutôt sur un parcours rêvé. Ouais, c'est complètement. Et est-ce que justement dans ce parcours-là, l'introduction en bourse qui aura lieu cette année va te permettre de pouvoir avoir une réussite financière importante ou est-ce que finalement tout le long, tu as réussi à sortir un peu tes billes pour que tu sois pas suspendu qu'à cette finalité qui, pour 99% des boîtes, n'arrive pas en fait finalement? Ouais, non, bah pour ça, franchement, enfin, la gestion de la liquidité, donc tout ce qui s'est passé après 2019, ou donc qui a été géré par Pascal, a été super bien géré. Je veux dire, là-dessus, on a eu des opportunités de liquidité sur la série C, tous les cofondateurs. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, on n'attendait pas, tu vois, bloquer l'IPO. Donc ça a été vraiment super bien géré pour tout le monde. Ok. Et justement, là, sur cette partie de liquidité ou en tout cas de prise de capital, c'est comment tu analyses cette fameuse phrase le fondateur qui doit être de 0 à 1 et de 1 à 10. C'est-à-dire, on dit beaucoup, il y a le fondateur initial qui porte la boîte de 0 à 1. C'est rarement le même qui porte la boîte de 1 à 10. Là, tu parles de Pascal. Bah là, qui c'est un apporte petit peu ce qu'on a vu, hein, tu plus-value vois, là, ouais, parce qu'au complètement. final, bon voilà, T'es moi d'accord avec cette analyse, quoi. j'étais le dernier cofondateur à rester finalement opérationnel. Et en tout cas, la boîte était très différente de 0 à 1 et de 1 à 10. C'est quoi qui a le plus changé? Bah, je pense il y a eu beaucoup de probablement de professionnalisation. Enfin, tu vois, je dirais, nous, on était sur des process. On était sur des process quand on est passé de 0 à 1, où au final, on comptait beaucoup sur le bouche à oreille, on comptait beaucoup sur, un petit peu, tu vois, attraper la vague du marché quand on la voyait arriver. Et j'ai envie de dire, on faisait les choses de manière très artisanale. Et je dis pas ça d'une manière négative, hein, au contraire. Enfin, moi, je veux dire, mais on n'essayait pas, tu vois, de formaliser des budgets, on n'essayait pas de formaliser des process, on n'essayait pas de dire on va répéter ça parce qu'on a vu que ça marche et donc on va l'écrire d'une certaine façon et on va être capable de le lancer de manière récurrente. On avançait vachement au feeling et au final, j'ai envie de dire, c'est ça qui était drôle. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît, hein, donc voilà. Et c'est ça qui a fait le succès de Ledger, justement? Parce Pour qu'il y a moi, beaucoup de boîtes qui échouent à faire ce pour stade-là. moi, on a eu vraiment une très très bonne concordance, je dirais, de produits que le marché voulait et en même temps de progression du marché. Donc j'ai envie de dire, au départ, on a fait beaucoup pour que le produit soit en fait communiqué directement par les utilisateurs. Donc on répondait au support. Je veux dire, tous les cofondateurs répondaient au support. Ça, je pense que c'était très important pour justement saisir le marché et saisir un petit peu ce que les utilisateurs voulaient voir dans le produit. On était dans toutes les conférences où on pouvait aller. Alors, je pense que là, j'ai dû exploser mon quota carbone pour le restant de mes jours et pour plusieurs vies. Parce qu'on était vraiment là et on passait du temps à parler à tout le monde, à leur expliquer ce qu'on voulait construire, à leur expliquer comment on voulait le construire. Et c'est vrai que c'est comme ça, je dirais, que la marque s'est construite au début. C'est on donnait vraiment l'impression d'être complètement proche de tout le monde. Et justement, dans ces moments de confidence, est-ce que tu peux nous raconter ce que je faisais tout à l'heure, hein, les moments où c'était le plus évident de suivre l'ensemble des associés, puis peut-être les moments où ça a été vraiment des Ouais, combats ouais. où il fallait convaincre, où ça a été Ouais. plus compliqué? Bah, c'est vrai que comme je t'avais dit, ce qui est bien, c'est qu'on était au final vachement complémentaires. Parce que tu vois, moi je suis très tech. Moi je suis quelqu'un qui va utiliser la ligne de commande, je veux dire, tout le temps. Si tu me dis, fais une belle interface, je vais te regarder, je vais te dire, bah ouais, non. Enfin bon, maintenant, Léa, il peut le faire pour moi, donc c'est cool. Mais à l'époque, ça n'existait pas, donc il fallait quand même des gens qui designaient bien. Il fallait des gens qui ont une fibre un petit peu plus, tu vois, commerciale, des gens qui ont une fibre un petit peu plus peut-être sur le design, sur la vente. Enfin bon, tout ce que tu peux imaginer. Et au final, on était un très bon ensemble d'associés. Donc j'ai envie de dire qu'au départ, le plus simple, même si ça peut paraître bizarre, mais je le dis parce que c'était quand même, ça n'a pas été aussi évident dans d'autres sociétés que j'ai pu monter, c'était de tous se taper dans la main. Pour nous, c'était complètement naturel de se dire on va se mettre ensemble et on va faire Ledger. On n'a vraiment pas eu d'hésitation là-dessus. Et je pense qu'on a eu zéro moment où on s'est dit c'est pas la bonne équipe, on aimerait bien avoir quelqu'un d'autre.
Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu montes une boîte avec des associés en tant qu'entrepreneur, souvent, tu as un petit peu des hésitations. Tu te dis, ah bah oui, mais au final, est-ce que c'est le bon profil? Est-ce que j'ai pas envie de prendre un peu quelqu'un d'autre? Nous, c'est vrai que c'est allé vachement naturellement tout de suite. Et les plus grosses prises de tête qu'on a pu avoir, parce que même si je disais, bon, on a tous des compétences un peu différentes, donc c'est aussi ça qui nous sauve quelque part, puisqu'on va pas se marcher sur les pieds. Mais quand on discute, par exemple, de prix, bah c'est vrai qu'il y a tout le monde qui a un peu un avis. Je veux dire, moi, mon avis, c'est de dire, bah, le truc, il doit être le moins cher possible, comme ça, on peut diffuser au plus grand nombre de personnes possible. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont vouloir pricer en fonction du marché. Et comme bon, de toute façon, c'est pas une science exacte et qu'au final, bon, bah, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est facile de dire que tu avais raison ou tort après avoir regardé ce qui s'est passé. Bah, là, tout le monde y met un peu son grain de sel. Et puis, ouais, tu peux ne pas être d'accord avec la stratégie. Et puis, tu peux, je dirais, t'engueuler, ou tu peux en tout cas bah, avoir l'impression que ton avis a pas été pris en compte. Et j'ai envie de dire que là-dessus, C'est comme un couple, quoi, finalement. ouais, C'est normal, bah, mais le vous plus passez au-dessus, important, quoi. voilà, c'est ça, le Ouais. plus important, c'est, je dirais, quand tu te commites sur quelque chose, après, c'est bon, bah, soit tu y vas, soit ça te plaît pas, et puis bon, bah, dans ce cas-là, tu réfléchis à ce que tu vas faire après. Mais c'est vrai que si tu veux ressasser en permanence que, bah ouais, ça te plaît pas, et puis qu'on aurait dû faire autre chose, bon, bah là, c'est le moment où c'est un peu pas très constructif. Et justement, en parlant plus de couple et de vie privée, comment tu as géré justement cette accélération Ouais. de cette société avec la vie privée? Est-ce que tu étais, bah, en fait, pas vie privée pendant 10 ans et j'ai fait que de bosser? Est-ce que tu as réussi à gérer les deux? C'était quoi ton Ouais, je suis pas ressenti? mal comme ça en fait. Non, je suis pas mal. Non, non, mais en fait, moi j'ai une. C'est vrai que je parle jamais de ma vie privée parce que je considère que bah voilà, la vie privée c'est la vie privée, donc c'est cool. Mais je suis beaucoup, ouais, enfin, je suis très orienté, je dirais, soit sur bosser tout seul dans mon coin, soit être avec des gens qui vont très bien comprendre comment ça fonctionne. Ok. Et ça, après, tu as deux types de personnes, hein. C'est soit ceux qui sont dans le même type d'accélération, soit ceux qui sont bah, très compréhensifs, si tu veux, et qui vont suivre, sachant que j'ai vécu un petit peu tous les scénarios. Donc, Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ceux qui disent, bah, en fait, pendant 10 ans, je vais faire que ça, et puis je ouais, vais rentrer, dormir avec mon ordinateur, et je vais ouais, bosser toute ma vie, ouais. et j'aurai une autre phase de Non, ma mais vie où ça, je ferai jamais, autre j'ai chose. jamais Toi, t'étais plutôt considéré, équilibré ou t'étais... j'ai jamais fait de séparation, si tu Ok. veux, entre ma vie privée et puis mon taf. Enfin, j'ai toujours considéré que, bon, bah, de toute façon, pour moi, c'était un ensemble. J'ai pas une tête nouvelle, si tu veux, quand je vais au boulot. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur, pour raconter un peu l'histoire. C'est qu'en fait, bah, au départ, j'étais salarié. Moi, je n'avais jamais envisagé d'être entrepreneur hein, quand j'ai commencé à bosser. C'est-à-dire, je suis sorti de mon école d'ingénieur, et puis j'ai commencé à rentrer dans ma première boîte. J'ai commencé à creuser un petit peu tout ce que faisait la boîte. Puis bon, bah, assez rapidement, je me suis ennuyé, quoi. Je me suis ennuyé, puis je me suis dit, bah oui, mais là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien scaler comme ça, j'aimerais bien donner cette idée dans la boîte. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bon, bah, en tant que salarié, personne n'en avait rien à foutre. Et puis si Et t'as que raison, c'est surtout, moins rentable. bah ouais, mais ça à la limite, je regardais plus tu vois le côté T'es pas drivé intellectuel par du l'argent. truc, Ok. quoi. Et en final, j'étais vraiment frustré, quoi. J'étais vraiment frustré au point de bah, rentrer chez moi et puis me dire ah bah oui, mais là quand même, j'ai passé une sale journée. Et au final, quand tu passes une sale journée et que tu rentres chez toi, bah c'est pas super parce qu'après tu continues de ruminer le truc. Et à force de me dire ça, je me suis dit, bah oui, mais en fait, je serai jamais content en bossant dans une entreprise parce que j'aurai toujours l'impression que soit je suis pas écouté, soit que le truc va pas assez vite pour moi, soit que bon, et qu'au final, bah, la meilleure solution pour éliminer ça, c'est de moi-même me lancer. Mais j'avais pas envisagé de me lancer en fait avant d'être salarié, tu vois. Donc moi, c'est le salariat qui Ok. m'a fait découvrir que au final, je devrais créer une boîte parce que j'étais probablement trop insupportable pour tenir en entreprise. Et alors, justement, quand tu gères la boîte comme Ledger, on a vu les moments euh, plus fastes, plus Ouais, intéressants là, de ouais, la montée. Il y a les ouais, moments de descente, il y a les moments de difficulté. ouais. Je pense très naturellement à les fuites de données que vous avez Ouais, pu ouais, avoir ouais. sur... Non, mais les fuites de données, c'est horrible parce que tu te dis, tu es une boîte qui fait de la sécurité et puis tu tombes à cause d'un truc vraiment idiot, enfin, comme des choses qui peuvent, tu vois, arriver à toutes les boîtes, qui sont en plus même pas de ta responsabilité. Enfin là, en l'occurrence, bon, je veux dire, je vais pas me parler sur la deuxième, mais la première, c'était vraiment un prestataire qui avait un Shopify. problème qu'on avait eu sur Shopify, qui s'est fait attaquer en social, engineering, etc., etc. Bah, face à des trucs comme ça, en fait, c'est le plus rageant, c'est que tu peux absolument rien faire. C'est-à-dire que bon, ton prestataire se fait attaquer. Ensuite, bah voilà, les données elles sont dans la nature, et puis une fois qu'elles sont dans la nature, bah en fait, bah voilà, elles vont y rester puisque c'est un peu la nature d'une donnée numérique. Hein, tu peux pas tu peux pas la remettre, tu peux pas l'effacer, tu peux pas l'enlever, tu peux pas la remettre ailleurs. Donc c'est super rageant parce que tu as bossé pendant. C'est frustrant et puis en même temps, je veux dire, tu y penses tout le temps. Tu te dis, bah oui, mais c'est quoi la conséquence de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? J'ai envie de dire que c'est pas ça qui me drive, tu vois, par exemple aujourd'hui, à tout faire pour faire en sorte que ben, les fonds, quand il y a des kidnappings, quand il y a des rançons, que les fonds soient gelés le plus rapidement Bien sûr. possible. Mais
Mais j'y pense toujours un peu quelque part, tu vois. Je me dis, bon, bah oui, enfin, pour moi, c'est normal de donner du temps en me disant, bah, à un moment, on a pu contribuer, je dirais, même d'une manière mineure au problème. Bah, comment je vais faire maintenant pour essayer en tout cas, d'éviter que ça se reproduise ou de faire en sorte de limiter les risques pour les autres à qui ça arrive. Il y a eu ça, il y a eu des périodes où, au début, tu vois, de la boîte, on était vraiment on n'était pas avec les mêmes niveaux de sécurité qu'on pouvait avoir, avec le donjon et tout ça, qu'on pu faire beaucoup plus d'audits. Donc derrière, on avait des attaques et puis des fois, on avait des attaques qui étaient stressantes parce qu'on se disait, bah ouais, mais là, on a un gars qui a trouvé un truc. Bon, on a des couches de protection, un certain nombre de couches de protection. On se dit, bon, le mec, il en a pété une, il en a pété deux. Bon, ok. Bah, ça va, on est toujours tranquille. Bon, on a pété 3, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu ce genre de questions que tu peux te poser quand tu lances ton produit. Parce qu'en plus, là où tu es le plus vulnérable sur un produit de sécurité, forcément, c'est au démarrage. Parce que si ton produit, tu le lances, que tu as claqué 1 million pour sortir ton produit et que tu as un mec qui te le shoot, enfin, et que tu as un mec qui te montre que en fait, ton produit, il est tout pété et que tu peux rien en faire, bon, voilà, après, tu prends tes billes et tu rentres chez toi. Parce que de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Donc, tu as dépensé tout pour faire ton premier produit, on le casse. Si jamais on le casse en plus d'une manière qui est pas qui est pas récupérable, bon bah voilà, tu as ton stock de produits et puis bah tu sais qu'il est cassé et puis il va rester cassé et puis tu peux rien en faire. Donc justement, moi j'avais tout construit avec mon équipe pour faire en sorte qu'on soit jamais dans cette situation. Mais ça, tu te le mets en tête. C'est-à-dire, tu te dis, OK, j'ai pensé à toutes ces barrières, j'ai pensé à toutes ces redondances et ça va fonctionner. Mais au final, le vrai test, c'est quand tu as quelqu'un qui essaie de casser ton produit. Je veux dire, parce que sinon, dans ta tête, tu vois, tu peux imaginer plein de choses. Mais bon, voilà. Donc, et quand tu vois un mec qui essaie de casser ton produit et que tu vois effectivement les protections qu'il arrive à traverser, bah ouais, là, t'es moins à l'aise quand même. Et on parlera effectivement de ce Ouais, Secure Element que tu as en ouais. partie développé et qui protège aujourd'hui plusieurs milliards Mhm. d'euros en crypto. Donc tu nous diras si tu en dors bien. Ouais. Mais ce qui fait, là, c'est très propre à votre société, à ta société technologique, les risques de piratage, surtout sur les actifs numériques. Ouais. Tu parles pas de l'humain. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à gérer, le recrutement, de virer quelqu'un quand le marché va pas dans le bon Ouais, sens, bah ça c'est ces super, vagues-là? c'est super difficile à gérer et moi je sais que je le gère super mal. Moi je suis le pire manager, je suis le pire manager du monde, hein, j'ai tendance à le dire, c'est-à-dire j'ai tendance à dire que je gère très bien les gens de mon équipe parce que justement je vais les recruter pour ne pas avoir à les gérer. Ok. Donc c'est ça, mais ça marche, hein, je veux dire, enfin la preuve, Et parce t'aimes que bien les bon, petites équipes d'ailleurs, je crois. ouais, la preuve tu vois, on a monté Ledger comme ça, donc Ouais, finalement 8, ça c'est fonctionne ton pas trop chiffre mal. d'or. Mais oui, moi typiquement, si tu me mets dans une équipe que j'ai pas recrutée et que tu me dis bah vas-y gère l'équipe. Une des premières choses que je vais faire, en général, c'est déjà d'en virer pas mal. Parce que bah, juste parce que je vois que ça ne fit pas, enfin, je vois qu'on n'a pas, qu'on va pas avancer à la même vitesse, ou je vois qu'on va pas, tu vois, qu'on va vouloir des trucs différents, etc., etc. Et ouais, enfin, c'est pour ça que je te dis, oui, clairement, je suis pas un bon manager. Mais je pense justement, enfin là-dessus, c'est aussi pour ça que la crypto m'intéresse. Je pense qu'on peut faire des solutions qui vont vraiment changer la donne et qui vont changer en fait la façon dont les utilisateurs vivent, hein, au final, puisque bah, quand on manipule la monnaie, on manipule vraiment la vie des. Enfin, on aide normalement à rendre la vie des gens meilleure. Mais c'est des choses qui sont faisables avec des équipes toutes petites en crypto. Et c'est ça vraiment c'est ça vraiment qui m'a intéressé aussi dans cet écosystème. Enfin, il y a des produits comme bon, l'exemple le plus connu évidemment, c'est Tether, quoi. Je veux dire, Tether, ils ont, je sais pas, ils sont peut-être une centaine, et encore, au début, c'était peut-être plus une Ouais, cinquantaine qu'une centaine. ils font Et plusieurs au mains final, BlackRock. ouais, bah, et puis surtout, enfin voilà, c'est la boîte la plus rentable du monde Ouais. aujourd'hui. Ils ont créé la plus grosse diffusion du dollar qui puisse exister. Enfin, ils ont aidé à dollariser la planète et au final à stabiliser des économies qui étaient en grande difficulté. Donc et de voir que tu peux faire ça avec aussi peu de personnes, c'est incroyable. Et ouais, aujourd'hui, je ferai le parallèle avec les AI qui, à mon avis, va permettre de faire exactement la même chose dans plein d'autres domaines, en fait. Et on va en parler juste Mm. maintenant. Ouvrons le chapitre un peu justement, comment tu dors avec, avec ce Secure Element que tu as créé. J'avais visité en 2020, je pense, 2021, juste après la sortie du Covid, l'usine de production qui est à Vierzon avec David Ballan. Et on voit justement des écrans, en tout cas c'était le cas à l'époque, avec le nombre de ledgers vendus et ça Ouais, actualise bah très oui, vite, c'est bah plusieurs oui, par seconde bah maintenant. oui, bah oui, Donc c'est ce qui devait à l'époque prendre 10 minutes avant que le chiffre change. c'est Maintenant ça. c'est très instantané Ah mais dans les usines, hein. quand tu passes des 10 vendus aux 100 vendus aux 10 000 vendus, ouais, ça fait C'est combien par maintenant jour. d'ailleurs de ledgers qui ont été vendus? Pas Combien vous avez vendu de ledgers? plus du million de têtes Plus du million. aujourd'hui. Ouais. Sachant que Trésor annonce publiquement en avoir vendu plus de 2 millions. Donc on peut déjà supposer qu'on leur met un x4 dans la figure. Donc quand tu mets x4 à ton premier concurrent,
C'est juste pour donner une idée du marché, tu vois. Je pense que les autres, ils sortent vraiment les rames. Mais parce que bon, c'est pas. Voilà. Les autres, Mais ils sont pas du tout sur ce genre de. une des raisons pour lesquelles vous devez être 4 fois devant, c'est parce que, ce que tu as créé n'a jamais été, piraté. On n'a jamais pu, pour l'instant en tout Je cas, pense qu'il y a eu ça, je faire pense qu'il péter y a un eu secure des. element de Ledger. Non, c'est vrai. Alors pourquoi? Parce que. Non, mais après, comme tu disais aussi, pourquoi on est à x4, je disais juste un autre truc, je pense aussi, qui a été intéressant, c'est la façon dont on a géré le. Sinon, ouais, on en parlera peut-être après. Allez. Donc, le Secure Element, je reviens au Secure Element. Ouais, justement, moi, en fait, ce que je voulais, c'était choisir quelque chose qui a montré en fait qu'il pouvait passer l'épreuve du temps et qui était vraiment le standard de sécurité, le meilleur standard de sécurité qu'on pouvait avoir. Parce que Secure Element, c'est ce que tu as dans les passeports, dans les cartes à puce, je veux dire, dans les cartes bancaires, pardon, dans les cartes SIM depuis les années 80, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, si tu veux créer quelque chose et que tu veux dire, ok, c'est difficile, physiquement prouvé par le hardware, de sortir un secret, en fait, c'est cette solution-là qu'il faut utiliser. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qui te permet de faire ça. Il n'y a pas de produit hardware qui te permet de dire, ok, si j'ai quelqu'un qui est en train de m'attaquer avec un laser, avec une Dremel, avec n'importe quoi, je vais résister. Aujourd'hui, la base d'un produit hardware, c'est de te dire, si tu as un attaquant physique, en fait, c'est fini. Et la carte à puce change ça. La carte à puce, justement, est construite pour se protéger contre cette attaque. Du coup, pour moi, tout ce qu'on avait à faire, alors je mets tout avec d'énormes guillemets, parce qu'effectivement, c'était la partie difficile, c'est la rendre ouverte. Parce qu'en général, ces solutions-là ne sont pas des solutions ouvertes. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la capacité à tout le monde de pouvoir charger du code sur sa carte à puce. Et c'est ça qui fait que je dors très très bien. C'est qu'on a utilisé vraiment quelque chose qui avait fait ses preuves depuis les années 80 pour créer ça. Donc de toute façon, aujourd'hui, n'importe quel autre design, pour moi, est inférieur. Donc si on prend un design qui ne tourne pas comme un design de Ledger, je vais savoir comment le péter. Et je vais avoir une très bonne idée, je dirais, de savoir comment le péter. Soit je le fais moi-même, soit je vais aller dire à un donjon, regardez un peu X, Y, Z. Soit je vois aussi comment ça peut se péter en usine. C'est-à-dire que moi, typiquement, tu me donnes un accès aux usines de plein de hardware wallets. Dans ma tête, le process est très clair pour les infecter, en fait. T'as jamais douté? Ah non, non. Non, non, mais c'est vrai qu'après, j'ai passé pas mal de temps, je dirais, avant de monter de Ledger, à créer des trucs et à casser des trucs, parce que j'ai toujours un peu eu les deux aspects, si tu veux, en même temps. Enfin, avant que le donjon existe, j'ai fait le premier exploit sur Trésor. Là, en sortant de Ledger, j'ai pété aussi Keystone C'est d'autres en soft. concurrents, ouais, ok. Voilà. Et le donjon, c'est votre Ouais, cellule c'est de notre sécurité, labo, c'est c'est notre ça, labo de ok. sécurité qui, eux, évidemment, c'est des professionnels. Moi, j'ai envie de dire, je fais ça en amateur parce que ça m'amuse, tu vois. Mais bon, À la il y maison a des le gars dimanche qui soir. sont. Ouais, oui, enfin, ou la nuit, ou. Voilà, tu vois, tu Voilà. dors pas. Mais là, il y a des gars qui sont là et qui vont tirer avec des lasers, qui Ouais. vont faire des trucs très physiques. Moi, je fais surtout du soft, mais Ok. comme je suis, je pense, un assez bon architecte, en fait, je vais vite voir les trous dans comment les choses s'assemblent en fait dans la construction d'un produit et du coup, quels sont les points de faiblesse sur lesquels je vais pouvoir appuyer. Est-ce que tu penses que l'ordinateur quantique peut tuer Bitcoin ou Ledger, justement? Non. Non, pour la bonne et simple raison qu'en fait, ce problème, il a été résolu dans le Web 2 depuis très très longtemps. Enfin, je veux dire, les algos post-quantiques, aujourd'hui, ils ont été définis, ils sont bien là. Le NIST, donc, qui est l'organisme américain qui va gérer un petit peu tous les standards crypto, a dit, à partir de 2030, il faut qu'on se débarrasse des algorithmes standards et qu'on passe sur des algos post-quantiques. Donc, en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde de la blockchain, c'est à rattraper ce retard et à dire comment est-ce qu'on adapte les algorithmes post-quantiques pour tourner sur de la blockchain. Donc c'est pas vraiment un problème de tech, je dirais. On va avoir des petites optimisations à faire à gauche à droite, parce que par exemple, sachant que les clés et les signatures sont beaucoup plus grosses sur les algos post-quantiques, ça peut nous poser des questions de bande passante, ça peut nous poser des questions de taille de bloc. Donc on a des choses qu'on doit, tu vois, optimiser un petit peu à gauche à droite, mais c'est pas techniquement difficile. Ce qui va être difficile, comme toujours dans le monde de la blockchain, c'est de trouver le consensus. Parce que quand tu vois qu'aujourd'hui sur Bitcoin, pour faire des modifications mineures, il y a tout le monde qui est en train de s'empoigner, je veux dire, à gauche à droite. Effectivement, pour dire on change d'algo de signature, qui est quand même la pierre angulaire de Bitcoin, là on peut imaginer qu'il y aura beaucoup de débats. Moi là-dessus, même si tu veux sur cette partie-là, ce qui me rend confiant, c'est que jusqu'à présent, et je pense qu'encore plus avec backé par la finance traditionnelle, quand Bitcoin est vraiment en difficulté, Bitcoin n'a pas de difficulté pour forker, en fait, pour changer. C'est-à-dire que dans le passé, il y a eu beaucoup
Bah, il y a eu des incidents hein, sur Bitcoin. Enfin, c'est pas un truc qui a tourné, je veux dire, à 100% depuis qu'il existe. Il y a eu des gros incidents. Il y a eu notamment de la création monétaire, des bugs qui auraient permis de la création monétaire. Et quand ces bugs ont été trouvés, ces bugs ont été patchés en fait. Enfin, le réseau a forqué de manière spontanée. Enfin, tout le monde s'est mis d'accord très très vite pour le faire. Donc, pour moi, c'est essentiellement un problème de consensus social aujourd'hui, c'est absolument pas un problème technique. Je dis pas que c'est plus simple, d'ailleurs, à mon avis, c'est plus compliqué. Mais ce que j'ai vu dans le passé, je dirais, sur comment Bitcoin réagit quand il est vraiment attaqué et qu'il y a un mur devant lui, je reste confiant. Quand on a monté une licorne, qu'est-ce qu'il reste à faire en quête secondaire dans sa vie? T'as quel âge d'ailleurs, Mais Nicolas? tellement de choses. Moi, j'ai 49, j'ai 49 ans aujourd'hui. Ok. Bon, je m'approche des 50. Donc, Et il je reste plein pense de que choses je à suis à faire. la période la plus intéressante même peut-être de l'humanité. Enfin, en tout cas, pour ce qui m'intéresse. Puisque bon, moi, je suis un geek. Hein, je veux dire, j'aime bien jouer avec mon ordi et explorer des choses à côté. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un environnement, en fait, qui permet d'explorer autant de choses aussi vite. Je pense qu'on est sur une période d'accélération incroyable et qu'aujourd'hui, on peut littéralement tout faire. Tu vas voir refaire une licorne. Alors non, refaire une licorne, c'est pas forcément... Parce qu'en plus, refaire une licorne, tu vois, c'est pas moi qui ai fait une licorne, je veux dire. Moi, j'ai apporté ma contribution pour la création d'une licorne, donc ça suppose quand même qu'il y ait beaucoup de Faut retrouver de choses nouveaux qui se mettent autres ensemble. Voilà, personnes. il faut retrouver des gens, il faut retrouver un domaine qui soit Ouais. intéressant, il faut retrouver tout ça. Donc non, enfin, en plus, c'est vraiment pas, moi, un life goal de créer une licorne, si tu veux. Moi, mon life goal, c'est plus de continuer à apprendre. Et puis effectivement, si je peux avoir des contributions derrière significatives au bien-être de gens d'une façon X ou Y. Si tu veux, aujourd'hui, par exemple, j'aurais peut-être plutôt envie de me tourner vers, je sais pas, de la biologie ou des choses comme ça que de l'info. Enfin, il y a tellement aujourd'hui de capacités. Enfin, on va pouvoir, grâce à l'AI, si tu veux, taper tellement de domaines sans être un expert du domaine et commencer à prototyper un petit peu partout à gauche à droite que c'est incroyable. Enfin, toutes les choses, c'est vrai que comme beaucoup de gens dans le secteur, je dirais, j'ai toujours plein d'idées et puis des idées que je réalise pas parce que juste j'ai pas le temps de les réaliser. Aujourd'hui, cet aspect-là n'existe plus. C'est-à-dire que toutes les idées que tu as, en fait, tu peux réaliser toutes les idées que tu as. Concrètement, hein, parce que tu n'as pas besoin d'avoir un truc qui soit super bien léché, tu n'as pas besoin d'avoir un truc qui tourne en prod pour 10 000 personnes, mais aujourd'hui, littéralement, tu as une idée, tu te dis, bah tiens, il me manque un logiciel de compta pour faire ça, il me manque un logiciel pour piloter mon alarme ou n'importe quoi, bah en fait, tu te prends quelques heures et tu l'écris. Enfin, et avec de la programmation assistée, tu peux l'avoir chez toi, il tourne. Et ça, ben, ça change la vie, en fait. Ça, on va en parler parce que ça fait partie des Ouais. tips que je pense tu donneras aux entrepreneuses et Ah oui, entrepreneurs qui veulent se ça lancer. c'est clair. Mais parmi les sujets que tu as quand même regardés et sur lesquels tu commandes beaucoup sur les réseaux sociaux Ouais. et qui est en lien avec l'actualité de manière phénoménale, c'est l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ouais. Le gouvernement veut aller très vite sur le wallet numérique, ce qui est très dangereux d'un point de vue de la centralisation de la donnée et même pour la vie privée. Il se trouve que toi, tu es plutôt inquiet vis-à-vis de cette position, mais Ouais, que bah, tu as bien trouvé sûr. une solution pour conjuguer la vie privée et la dite sécurité sur Ouais. les réseaux. Bah, en Il y a une fait, solution technique, en fait. voilà, et là-dessus, c'est des solutions techniques qui sont venues de la blockchain, en fait, sur lesquelles on a exploré, Est-ce en que tu fait, peux nous des expliquer, solutions. justement? Voilà, ouais, tout à fait. Donc, on a exploré des solutions qu'on appelle les IK et les IK proof, ou les preuves à divulgation nulle de connaissances, qui vont permettre, justement, de prouver des choses, si tu veux, d'une manière beaucoup plus efficace que le temps de calcul que ça va te coûter pour pouvoir le faire. Et ensuite, de pouvoir prouver des choses sans révéler toutes les données que tu as pu avoir pour créer ta preuve. Bon, ce qui est un peu l'intérêt du truc. Donc sur la blockchain, tu peux les utiliser de plein de façons différentes. Donc la première partie, si tu veux jouer sur le coût, tu vas l'utiliser pour du scale. Donc il y a des blockchains qui utilisent ça, si tu veux, pour pouvoir traiter beaucoup plus de transactions. Ok. Et la seconde partie, donc plus, si tu veux, ne pas révéler tous les éléments, ça, effectivement, tu vas l'utiliser pour des sujets de privacy. Donc sur les blockchains, on utilise ça pour cacher des montants, cacher des adresses. Donc c'est tout ce que vont utiliser Monero, Zcash, ce genre de protocole. Ok. Mais c'est des techniques qui sont purement mathématiques. Donc c'est des techniques, c'est-à-dire qui sont prouvables, vérifiables et surtout qui peuvent s'utiliser sur n'importe quoi. Donc le gros intérêt, je dirais, d'avoir ça dans les blockchains, c'est essentiellement qu'il y a eu tellement d'argent qui a été diffusé dans cet écosystème qui font qu'on a pu bosser sur ces techs, qui sont des techs qui existaient dans les années 2000, mais qui ont pu considérablement, si tu veux, s'améliorer grâce aux blockchains.
Et maintenant, pour la première fois, on va avoir une tech blockchain qu'on va pouvoir réutiliser dans le monde réel. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, quand même, bon, voilà. À part la finance, Bah oui, ouais. bah la finance, voilà. On avait la finance qui est déjà incroyable, mais le reste, bon, voilà, j'ai envie de dire, on n'a quand même pas grand-chose d'autre qui est sorti. Donc ça, tout ce qui est ZK, on va pouvoir l'utiliser en privacy, on pourrait aussi l'utiliser pour le scale, mais là, pour d'autres choses. J'ai envie de dire plus pour de la vérification. Donc en privacy, aujourd'hui, on est complètement capable de prouver son âge, je dirais, par exemple, à partir d'un document officiel qu'on va avoir, parce que ces documents aujourd'hui vont être numérisés, et donc on va avoir des signatures, si tu veux, électroniques qui sont vérifiables de la même manière qu'on vérifierait la signature d'une transaction sur une blockchain. Donc aujourd'hui, tu as des technos qui sont suffisamment évolués pour te dire, tu prends ton téléphone, tu prends ton passeport, et tu peux générer une preuve en utilisant ton passeport, donc validé par l'État, qui va démontrer que tu as un certain âge. Et sachant que cette preuve peut s'exécuter complètement dans un environnement fermé, c'est-à-dire que tu n'envoies des données à personne, et personne n'a besoin de savoir autre chose que tu as fourni cette preuve pour quelqu'un. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement aujourd'hui qui fonctionne, hein, qui est fonctionnel. Je veux dire, Aztec l'a lancé sur leur application qui s'appelle Passeport quelque chose. Le nom m'échappe, mais c'est lancé par Aztec, donc c'est facile à voir. Et Google eux-mêmes ont repris d'ailleurs des techs Zero Knowledge dans le Google Wallet. C'est-à-dire que quand Ok. tu fais une preuve aujourd'hui d'âge dans Google Wallet, ça utilise une ZK. Donc ça permettrait de dire à un réseau social demain, normalement c'est au 1er septembre que le gouvernement va avancer pour interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans. Ouais. Bon bah effectivement j'ai 16 ans sans savoir que j'ai 16, 26 ou 33 et que je m'appelle Nicolas Baca ou Valentin Voilà, Demey, quoi. c'est ça, tout à fait. Ça te permet de faire ça, et ça te permet surtout de le faire dans un environnement complètement clos. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas besoin d'aller diffuser une donnée, tu sais, ce que tu appelles le double anonymat, tu sais, donc tu n'as pas besoin derrière de dire ah mais j'ai vérifié pour ce réseau social que ma preuve est bien créée. C'est-à-dire tu restes dans un environnement qui ne communique avec personne, et Ok. ça tu peux le démontrer, qui communique avec personne, et tu peux créer une preuve que je qualifierais de elle n'est pas excellente, tu vois, comme preuve, mais elle est suffisante par rapport à quelqu'un qui emprunterait ta carte d'identité et qui irait se faire passer pour toi. C'est-à-dire, c'est pas une preuve qui va utiliser la totale robustesse du circuit que tu vas avoir dans ta carte d'identité ou dans ton passeport. C'est-à-dire que tu ne vas pas prouver que tu as bien la carte d'identité authentique, etc., etc. Mais en gros, tu as une preuve qui est équivalente à dire j'ai trouvé une carte d'identité sur une table et je te la montre. C'est marrant effectivement que tu sors ce cas d'usage très concret et sur lequel d'ailleurs on a eu l'occasion de le présenter au ministre du numérique. Donc Ouais. je pense que les idées infusent et qu'il y a encore le choix technique à faire Ouais. et qu'il doit, j'espère, s'orienter vers là, ou en tout cas que ça rentre vraiment dans les shortlists des solutions choisies. Comment tu observes l'écosystème Web3, l'écosystème tech que tu connais depuis 2012? Tu as vu du coup les solutions très techniques, tu as vu l'arrivée de la French Tech, tu as vu l'arrivée des licornes, tu as vu la sacro-sainte Startup Nation, tu vois aujourd'hui que ça s'essouffle. Eric Larchevet, que tu connais bien, associé de Ledger, et ton associé donc, et sur qui va être mon associé. Tous ces changements-là culturels, tu les perçois de la bonne manière? Ça va dans la bonne direction Ah, ou mais pas? pour moi, c'est super. Pour moi, tout ce qui permet de communiquer plus autour du système rend la chose plus intéressante. Ok. C'est-à-dire que je suis pas particulièrement intéressé, si tu veux, par aujourd'hui tous les ETF, toutes les Bitcoin Treasury Company, etc., etc. Ça m'intéresse pas, très clairement. Ok. Mais juste le fait qu'on parle de Bitcoin et le fait qu'on donne la possibilité à quelqu'un de creuser, et ce qui veut dire qu'au final, cette personne pourra s'accaparer la technologie, et ça, on ne pourra jamais lui enlever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin, même si tu considères qu'on est miné majoritairement par je sais pas, JP Morgan et autres, au final, si tu veux faire une transaction, toi, dans ton coin, tu pourras toujours faire une transaction, toi, dans ton coin, parce que c'est comme ça que c'est comme ça que le protocole est défini. Donc, pour moi, tout ce qui nous rend plus visible, d'une façon ou d'une autre, est bénéfique. Et tu es très open source. Ah oui, je suis complètement open source. Ça d'ailleurs, c'est un truc qu'on a souvent reproché à Ledger et que je trouve assez drôle parce Ouais. que effectivement, C'est plutôt positif. Ledger, c'est pas. Non, mais justement, c'est la partie, on serait pas open source, si Ah, tu veux. d'accord, Parce qu'il ok. y a eu des grands débats, tu vois, qui ont été lancés là-dessus sur justement comment tu définis qu'un hardware est open source. Alors bon, ça, malheureusement, on pourrait faire un autre podcast juste pour discuter de ça, parce que vérifier un soft open source et vérifier un hardware open source, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et quand tu réfléchis un peu au problème, tu te rends compte que vérifier qu'un hardware est open source, si tu l'achètes, c'est complètement impossible. Parce qu'en fait, tu as tellement de moyens de cacher, tu as tellement de moyens de casser le processus de vérification que c'est un projet de recherche, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent le faire d'une manière en labo, qui peuvent vérifier que le hardware correspond exactement à ce que tu attendais. Mais si tu veux rendre ça vérifiable pour tout un chacun, c'est extrêmement complexe, voire impossible. Donc,
nous, en fait, l'approche qu'on a eue pour Ledger, c'est toujours de dire, OK, on a un petit morceau qui n'est pas open source, mais le plus important, c'est-à-dire donner la possibilité à un utilisateur de créer sa propre appli, de prendre sa propre appli et de la mettre sur son Ledger. En fait, ça, c'est infiniment plus simple de le faire sur un Ledger que de le faire sur n'importe quel autre hardware wallet. Donc c'est assez paradoxal, tu vois, mais tu prends un hardware wallet aujourd'hui, tu prends un Trésor par exemple qui est annoncé comme 100% open source et tu veux le modifier tout en conservant ses propriétés de sécurité, bah c'est impossible en fait. Donc, et déjà, juste le modifier, c'est extrêmement complexe par rapport à Ledger. Et je pense que c'est ça qui a énormément contribué au succès de Ledger, cette capacité à pouvoir supporter n'importe quelle application, du coup de pouvoir supporter n'importe quelle chaîne. Quand Ethereum est sorti, on a été le premier hardware wallet à le supporter, on a été le premier hardware wallet à le supporter pendant plus de 6 mois. Donc je te laisse imaginer, à l'époque des ICO, je veux dire, la croissance qu'on a pu récupérer grâce à ça, parce qu'on était littéralement les seuls qui permettaient de protéger une ICO sur Ethereum. Est-ce que c'est trop tard justement pour s'intéresser à investir dans le milieu des cryptos, d'investir sur Bitcoin, d'investir sur Ethereum? Ah bah pour moi, c'est jamais trop tard. Enfin, après, ça dépend de sa thèse d'investissement. Mais si tu crois, typiquement, si tu crois... Enfin, après, moi, je parle de ma thèse, donc chacun peut avoir sa thèse, tu vois. Mais si tu crois qu'avoir un edge sur le fiat, c'est intéressant, bah achète du Bitcoin. Si tu crois que la finance va devenir décentralisée, ou en tout cas, va tourner sur des rails qui permettent de se passer d'intermédiaires, achète de l'Ethereum. Et Tu penses qu'Ethereum a gagné aujourd'hui? Ah bah, sur la partie, finance décentralisée, oui, clairement. Après, aujourd'hui, on va avoir des débats sur la partie monnaie. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent qu'Ethereum est une monnaie? Bon, là, je pense qu'ils s'avancent peut-être un petit peu. Enfin, voilà, par rapport à Bitcoin, ça va être compliqué à négocier, mais il y a des gens qui le pensent. Tu penses que Bitcoin est une monnaie? Ah oui, clairement. Oui, oui. Enfin, je pense que Bitcoin est la meilleure monnaie aujourd'hui. Après, voilà, il reste à convaincre des gens, mais on a plein d'arguments pour dire que, bon, en tout cas, enfin, idéalement, t'aimerais bien t'échanger de l'or, parce que, bon, bah, c'est bien de s'échanger de l'or, sauf que c'est difficile. Donc, du coup, Bitcoin, c'est la meilleure option derrière ça. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur un aspect un peu moins sympa en ce Ouais, moment, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles tu interviens beaucoup, les enlèvements. ouais, Je sais que tu es très actif avec un collectif qui s'appelle SEAL 911, si je le fais à la française, qui vise ouais. à remonter un petit peu dès qu'il y a quelqu'un qui se fait enlever dans l'écosystème crypto. Et en ce moment, il y en a beaucoup, l'ensemble des flux, parce que la blockchain, c'est traçable, parce que la blockchain, c'est gelable pour certains des actifs Mhm. crypto. Comment ça marche justement cette collaboration avec les forces de l'ordre? Comment ça marche cette manière de remonter les flux et comment vous gelez l'argent des gens qui se font voler, kidnapper ou d'autres Ouais, bah, problématiques je comme ça? dirais que les SEAL, ils font vraiment un rôle, enfin, ils ont un rôle qui est vraiment incroyable. Moi, en fait, je les connaissais dans des piratages DeFi, en fait, et la première fois que j'ai interagi avec eux, vraiment, c'était pour, lors de l'enlèvement de David. Puisque là, je me suis dit, bah, quelqu'un qui est très fort dans un piratage DeFi, en fait, il va être aussi très très fort pour geler des fonds dans n'importe quel cas. Et c'est en fait la première fois où ils se sont retrouvés impliqués dans une rançon. Maintenant, j'ai vraiment un rôle de coordination avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire que bah, mon but, en fait, c'est juste de rendre les SEAL visibles auprès des forces de l'ordre. Dire ces gens existent et ces gens, en fait, ont des capacités de geler des fonds qui va fonctionner avec de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la procédure standard pour geler des fonds, c'est que la justice va envoyer une réquisition à une plateforme qui va passer par toutes les complexités administratives que tu peux imaginer, surtout si c'est une plateforme à l'étranger, etc., etc. Et ce qu'apportent les SEAL, c'est du temps, en fait, du coup, parce que ce réseau d'humains va dire, OK, ma requête vient des SEAL, et donc je vais appuyer sur le bouton pour la geler, même si je n'ai pas encore tous les papiers que la police va envoyer. Alors, bien évidemment, il faut que la police envoie le papier pour confirmer le gel des fonds, mais en tout cas, en gagnant ne serait-ce que peut-être un jour, on change complètement la donne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui vont voler des cryptos, ils vont se baser, si tu veux, sur le fait qu'ils peuvent créer de la confusion en passant d'une plateforme à une autre. Si tu leur enlèves ça, et si dès qu'ils arrivent sur une plateforme, bah, en fait, ils se retrouvent bloqués, ou en tout cas, ils n'ont plus la certitude de pouvoir sauter d'une plateforme à une autre, bah, tu diminues vraiment la valeur la valeur d'un kidnapping ou d'une opération de rançon ou d'un phishing. Puisque si tu récupères de l'argent qui est au final gelé, bon, je dirais, tu as gêné la victime, certes, mais t'es pas vraiment riche à la fin, quoi. Donc là-dessus, on joue vraiment sur cette collaboration humaine et sur le fait que quand tu veux sortir en fiat, parce qu'en général, tous ces gens-là veulent sortir en fiat à un moment ou à un autre, tu vas passer vers une plateforme centralisée et quand tu passes sur une plateforme centralisée, forcément, à ce moment-là, tu passes sur un ordinateur avec une base de données, donc tu peux décider
tu peux décider instantanément que cette entrée dans cette base de données n'est plus valide. Voilà, et vu qu'on est lié, là, cette fois-ci, on n'est pas lié au consensus de la blockchain, on peut très facilement geler des fonds quand ils arrivent sur une plateforme centralisée. La difficulté, c'est d'avoir une bonne collaboration pour pouvoir les geler, et l'autre difficulté, évidemment, c'est d'aller assez vite. Donc les SEAL, ils vont servir à résoudre ça. Et mon rôle là-dedans, c'est de faire en sorte que toutes les forces aujourd'hui de police et tous les gens qui sont en capacité d'émettre des réquisitions, il y en a beaucoup en France, soient au courant de l'existence de SEAL 911 et n'hésitent pas à faire appel à eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore un petit peu de réticence pour faire appel à un groupe j'ai envie de dire, de justiciers anonymes sur Internet. Hein. C'est compliqué des fois d'aller voir la police et de leur dire bah, vous allez faire un groupe signal avec un tel du groupe et puis vous inquiétez pas, il va vous aider. Enfin, il y en a plein quand on leur dit ça, ils comprennent pas, hein, c'est pas la procédure, voilà, ça les perturbe. Bien sûr. Mais il faut juste que tout le monde comprenne que voilà, quand on a un incident, en tout cas avec de la crypto-monnaie, deux choses à faire. La première, évidemment, c'est d'appeler les forces de l'ordre, parce que de toute façon, voilà, c'est eux qui vont régler le problème. Hein. Et la deuxième, c'est d'appeler SEAL 911, parce que ça fait un super backup. Et surtout, si jamais la communication n'est pas assez fluide entre les forces de l'ordre et SEAL, ça résout ce problème de communication, puisque du coup, ils auront la source directement depuis la victime, ou en tout cas un proche de la victime. Mais c'est important effectivement de rappeler, on voit beaucoup ces problématiques à la télé, mais qu'en fait derrière, il y a beaucoup de fois où évidemment les personnes sont déjà retrouvées Ouais. et arrêtées, et qu'en plus les fonds qui sont récupérés ne sont C'est pas ça, utilisables. la majeure partie du temps, les fonds ne vont pas être utilisables. Ouais. Si on revient sur le sujet Ledger et qu'on essaye dans votre collectif d'entrepreneurs de trouver le plus petit dénominateur commun à votre success stories, j'en cite quelques-uns, la vision, l'exécution, la résilience, le réseau, le timing. Si tu devais trouver le plus petit dénominateur commun à votre succès, ça serait lequel? Alors, probablement la résilience, du coup. Ok. Parce qu'il faut être capable faut être capable de tenir. Tu sais pas exactement ce qui va se passer. Faut se dire que toujours garder la. Du coup, je vais reparler de la vision. Ouais. Oh, pardon. Mais voilà, mais garder la vision que c'est tu ça peux. qui est important. Voilà, tu gardes ta vision, mais en même temps pas être entêté. Mais quand tu vois une vision et que tu sais qu'elle va aller quelque part et que tu vois toujours comment elle va pouvoir aller quelque part, en se disant que ce que tu traverses, ça va être temporaire et qu'au final, ça ne va que s'améliorer. C'est ce que je vois, parce qu'en final, bon, quand on parle quand on parle de crypto, on parle quand même de redéfinir l'argent. Donc, redéfinir l'argent, c'est un travail de long terme. Qu'est-ce que tu conseillerais justement, maintenant qu'on a parlé de la vision, de la résilience, à un entrepreneur qui veut se lancer? Est-ce que c'est de pas y aller? Est-ce qu'au contraire, c'est d'y aller et de tester? Est-ce que tu parles depuis tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Ouais. Nous, c'est l'une des plus grandes problématiques qu'on rencontre à Cube, c'est plein d'entrepreneurs qui nous disent j'ai besoin d'un CTO. Et en fait, toi, j'ai l'impression que tu as envie de leur dire tu n'as plus besoin de CTO. Ouais, non, c'est vraiment ça, pour moi, qui change complètement la donne. C'est que l'intelligence artificielle va te permettre de mesurer très très vite ce qui, au final, pour moi, est la partie la plus intéressante d'un business. C'est est-ce que ton business sert à quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que tu réponds bien aux problématiques de ton client et est-ce que ton business est-ce que tu as le fameux PMF, tu vois, dont on parle, le Product Market Fit dont on parle tout le temps. En fait, tu peux l'estimer très 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 vite, tu peux le prototyper très 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 vite, parce que pour ça, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un truc qui va scaler tout de suite impeccablement, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de mettre un produit devant des clients, que tes clients ils soient capables de l'utiliser et qu'ils puissent te faire des feedbacks et que tu puisses itérer très vite. Et ça, avec l'AI, aujourd'hui, tu peux le faire. Si tu veux, j'ai aidé comme ça une entrepreneuse à se lancer sur ce terrain-là il y a 6 mois. Donc, alors que bon, il y a 6 mois, c'était, je veux dire, on était encore au balbutiement, si tu veux. Ouais, voilà, pour l'AI, de toute façon, tu prends 2 mois, tu tombes sur une tech de dinosaure. Donc là, c'était il y a 6-8 mois. Et avec ça, elle a pu monter son premier produit, elle a pu lever avec ça, je veux dire. Et derrière, après, elle a pris une équipe tech, elle a pris un CTO pour repasser, refaire le scale, etc., etc. Mais même ça, j'ai envie de dire, maintenant, tu peux quasiment avoir, tu peux avoir des solutions que tu mets en prod. Donc après, bon, ça demande toujours d'être piloté par un développeur, j'ai envie de dire, une fois que tu veux mettre en prod. Mais si tu veux juste faire des trucs que tu vas tester avec tes clients, l'AI te permet aujourd'hui de te passer complètement d'une équipe tech au démarrage. Alors après, pourquoi je dis au démarrage? Parce que ensuite, je pense qu'à terme, tu vas arriver, le métier du développeur va totalement changer, et je pense qu'à terme, tu vas arriver, d'ailleurs tu peux déjà le faire à peu près maintenant, dans un scénario où tu n'écris plus de code. C'est-à-dire tu deviens un architecte, tu deviens un chef d'orchestre, tu pilotes des différents agents qui vont faire le boulot pour toi, quelque part tu vas toujours les orienter, puisque c'est ta connaissance justement
comment la solution marche, de comment ça scale, des erreurs à ne pas faire dans ton métier qui vont faire que tu vas pouvoir dire aux agents d'aller dans telle ou telle direction, mais ils vont te donner une très bonne approximation de là où va la majeure partie des gens, tu vois. Donc pour, en tout cas, une énorme majorité des solutions qui sont construites aujourd'hui par des startups qui n'ont quand même pas besoin d'une problématique, qui n'ont quand même pas une problématique technique, je veux dire, infiniment complexe, tu peux prototyper tous ces business très très vite tout seul. Donc vraiment, pour moi, ce qui va faire la force aujourd'hui des entrepreneurs là-dessus, on revient au cœur de métier, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais, quelle est ton idée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que ton réseau te permet d'aller taper suffisamment de clients et de la distribuer suffisamment vite, mais la technique n'est vraiment plus une barrière. Mais je sais que tu es un gentil, donc je vais te demander de jouer contre nature, mais qu'est-ce que tu reproches à l'écosystème francophone entrepreneurial, ou qu'est-ce que tu reproches le plus aux entrepreneurs qui viennent te choper dans les salons pour te demander d'investir ou je ne sais quoi? Ouais. C'est quoi que tu reproches le plus et sur lequel il faut le plus se battre? Ah, non, c'est une bonne question. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est un écosystème qui probablement n'est pas assez, si tu veux, challengé. Enfin, je pense on est challengé par le fisc, certes, mais on n'est pas vraiment challengé par le scale, par la distribution. Enfin, quand tu peux regarder ce qui peut se passer avec les boîtes américaines ou les boîtes chinoises, où on a vraiment cette espèce de niaque, cette espèce d'envie d'avoir faim, si tu veux, et puis d'aller le plus vite possible, tu as l'impression qu'en fait, quelque part, les sécurités qu'on peut avoir en France font que t'es pas aussi affamé, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça, je vois quand même, hein, j'en vois, je veux dire, des gens qui ont quelque part cette flamme et puis qui se disent il faut absolument que j'y aille et puis sinon je me plante et puis je me plante, quoi. Mais c'est vrai que tu as tendance à pas aller aussi vite, j'ai envie de dire. C'est quoi la boîte tech française où tu te dis, putain, c'est celle qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est celle qui justement est qui exécute le mieux et qui avance le plus vite dans l'écosystème tech Web3? Après, c'est pénible parce que je vais être obligé de citer des boîtes de mon portefeuille, mais bon, aujourd'hui... Tu les as toutes, Nicolas. Ouais, c'est vrai ça que va c'est être pour ça le compliqué de faire problème. autrement. Écoute, moi, une qui est super connue, mais là, évidemment, je vais enfoncer des portes ouvertes. Je veux dire, Morpho, qui est incroyable. Enfin, je veux dire, la tech de Morpho, elle est vraiment complètement alignée avec l'écosystème. Je veux dire, de faire des techs qui sont immutables, tu vois, et qui sont vraiment dans la vision de la blockchain, de dire, on fait des choses sur lesquelles on peut construire autour et qui vont avoir des fortes garanties de non-modification et de pérennité. Et en même temps, leur exécution, elle est complètement folle parce que ils exécutent comme des Américains, justement, tu vois. Ils vont te signer un partenariat majeur par semaine. J'ai jamais vu des gens exécuter comme ça, quoi, je veux dire. Et le porteur de projet, il a 25, 26, 27 ans, enfin, il est super jeune. Oui, ils sont tous très jeunes dans l'équipe. Le projet est également très jeune. Il arrive en plus dans une situation difficile, si tu veux, par rapport au monde de la blockchain, où il arrive en tant que challenger, je veux dire, face à Aave, qui est quand même énorme, mondial, donc voilà, et qui a un super projet aussi, mais ils n'ont pas pris le même play, tu vois, ils n'ont pas pris le même play d'exécution, et je trouve que sur leur façon d'exécuter, c'est un putain d'exemple pour à peu près tout le monde. Puis un deuxième projet que je voulais citer, qui est beaucoup plus petit, du coup j'en cite deux, désolé, parce qu'il n'est pas connu, du coup il faut que je leur fasse de la pub, c'est Byzantine Finance, qui est un play un petit peu à la Spyco, si tu veux, pour avoir du yield sur du stable, mais tourné d'une façon assez originale. Enfin, j'ai envie de dire, je trouve que l'exécution qui a été faite en faisant un partenariat avec les bonnes personnes pour pouvoir garantir les fonds et puis garantir en même temps un yield qui va être très raisonnable, donc deux fois le yield que tu as sur des bons trésors ou sur des fonds européens. Je trouve que le produit est bien pensé, il est bien calibré, il est bien exécuté, donc voilà, c'est un exemple aussi que j'avais envie de mettre en avant. Après, j'en ai plein d'autres, ceux que je n'ai pas cités, vous m'excuserez, mais je voulais en prendre un qui est... non, en plus, je voulais pas faire la pub de tout mon portefeuille, c'est comme tu dis, voilà, il est assez grand. Donc, je voulais prendre un qui est super connu et qui exécute vraiment incroyablement bien, et un qui est beaucoup moins connu, qui exécute incroyablement bien, je trouve. Et qui est porté par une femme dans la tech, et c'est cool. Ouais, et qui est porté par Gaïa, qui est super entrepreneuse, qui a en plus pivoté sur un sujet qui était à l'origine qui était vraiment casse-gueule, quoi. Enfin, elle a pivoté du risk-taking vers ça, et elle a pivoté en très très peu de temps, donc un modèle pour nous tous. C'est la question de fin que je poserai à tous les invités, mais que tu es le premier à recevoir, puisque tu es notre premier invité, Nicolas. Voilà. Mais je la poserai à tous, mais juste, effectivement, ça me fait une petite parenthèse sur ton rôle de business angel aujourd'hui, où finalement tu
tu t'investis dans des boîtes, beaucoup de boîtes dans la tech, dans le Web3 Ouais. en général. Est-ce que les chiffres qu'on entend beaucoup de 90% des boîtes vont au tapis sont les chiffres que tu vois toi aussi en tant que business angel? Ah bah ouais, je pense, hein. Mais bon, après, c'est le jeu, hein. Enfin, j'ai envie de dire, moi, j'investis dans des boîtes essentiellement pour aider les gens au démarrage. Alors, aider les gens de plusieurs façons. Déjà, bon, le VC est assez moutonnier, donc quand il voit le nom de quelqu'un qui a monté une licorne, il se dit, ah bah tiens, ça peut peut-être être bien d'investir dans cette boîte. Ça, je veux dire, bah, c'est ce que je le dis, j'en ai complètement conscience. Je pense que les VC en ont aussi complètement conscience, mais quelque part, je trouve que ça aide les projets, donc moi, Complètement. ça me fait plaisir de les aider. Et ensuite, je me rends disponible pour des questions sur les sujets que je vais maîtriser, donc qui vont être essentiellement autour de la tech, hein, et puis autour du scaling de la tech. Voilà. Et là-dessus, ben, je leur dis, ben, quand vous avez une question, n'importe quoi, que vous voulez lancer une idée, ben, venez me voir et puis on en discute. Donc je suis pas du tout, tu vois, dans un mode de suivi de près de mon portfolio parce que de toute façon j'ai trop de lignes. Mais je leur dis, bah, si vous avez une question, juste venez me voir en fait. Bon voilà, puis il y a des gens qui viennent me voir, et puis il y a des gens, je les vois pas. Si j'avais aussi une remarque à faire là-dessus, je dirais, c'est quand même majoritairement, il y a beaucoup de choses à améliorer sur la gestion du reporting. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reportent mal. Il y a beaucoup de gens qui reportent, alors que dans mal, il y a plein de façons de mal reporter, hein. C'est-à-dire soit reporter des choses beaucoup trop longues, soit reporter des choses qui sont hors contexte, soit reporter des choses qui sont beaucoup trop courtes. Donc trouver un bon reporting, c'est difficile. Et ce qui me vient aussi en tête, c'est le pire truc que je peux imaginer. Alors ça, comme ça peut aider des gens en termes de reporting auprès d'un business angel, c'est de commencer à reporter et puis de plus reporter après. Parce que ça envoie vraiment le signal le plus dégueulasse qu'on puisse imaginer. Donc ça, juste faites pas ça en fait. Soit reportez jamais ou je sais pas. Ou faites-le tout le temps. Voilà, c'est ça. Et tout le temps bien. Eh ben, ça arrive sur notre dernière question que je poserai donc à toutes les personnes qui s'asseront à ta place, Nicolas. Qu'est-ce que, avec le rayonnement que vous avez eu du coup, beaucoup d'attention, un peu d'argent. Qu'est-ce que l'argent ne t'a pas permis d'acheter? C'est une très bonne question. L'argent ne me permet pas d'acheter du temps. Et au final, le plus important pour moi, c'est le temps. Parce que c'est ce qui fait tout. Bah, c'est ça, en fait, qui te définit. Je veux dire, tu peux continuer à apprendre et tu peux continuer à voir des trucs. Et moi, tous les trucs que je vois, que j'ai pas le temps de faire, que j'ai envie de faire et que j'ai pas forcément le temps de faire. Enfin, je veux dire, tu sais, je faisais beaucoup de musique dans le passé. Là, je sais que, bon, bah, depuis en gros, que je suis rentré en école d'ingénieur, j'ai à peu près tout arrêté parce que, bon, bah, j'ai été aspiré par une autre dimension qui était déjà assez forte, hein, chez moi. Enfin, je veux dire, je code depuis que j'ai 7 ans. Donc, c'est juste que, bon, bah, après, quand tu me donnes plus de moyens de coder des choses plus intéressantes, plus connectées, de parler de ce que tu fais, de regarder ce que tout le monde fait, bah oui, forcément, tu te fais bouffer et puis tu commences à rentrer là-dedans. Donc, clairement, pour moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est le temps. Ouais. Et ça s'achète pas. Bah non, bah ça par définition ça s'achète pas. Quoique, j'ai envie de dire, avec un bon abonnement Claude, quelque part tu achètes du temps. Donc c'est quand même super intéressant. Voilà, pour la première fois, je pense, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, on a la capacité qui est très sous-pricée à mon sens, hein, d'acheter du temps. Parce que quand tu vois que tu peux t'acheter une équipe de 10 personnes pour 100 balles par mois, bah ouais, c'est pas mal. On fera un podcast entier sur les agents IA et en tous les cas, effectivement, je renverrai dans les descriptions l'ensemble de tes réseaux sociaux parce que c'est l'un de tes, voilà, tes paris du moment, peut-être des choses que tu Alors, je lanceras dans suis le futur clairement là-dessus. pas la personne qui m'y suis le plus mis dans mon équipe, mais je vais m'y mettre. Mon défi, ça Une va armée être, d'agents IA qui bossent pour toi. voilà, bah, mon défi, ça va être d'avoir, justement, je vais faire une présentation là à HCC, comme ça, c'est bien. Je me donne moi-même tu vois, une deadline et puis un challenge. Donc, j'espère que ça sortira avant HCC. Donc, je me donne j'ai un talk donc sur HCC sur justement une nouvelle application Ethereum universelle qui tournera sur tous les hardware wallets. Et je me donne le challenge de ne pas écrire une ligne de code sur cette application, sachant que je n'ai pas encore commencé à l'écrire. Voilà. On espère que l'IA et les agents t'aideront beaucoup Oui, là-dessus. parce que sinon, je vais être complètement ridicule. Et sinon, on verra effectivement Nicolas sur les abords de Cannes en train d'attendre Voilà, c'est ça. La en train vague. de siroter voilà, c'est ouais, comme Bryce. d'une des plus grandes conférences Bryce de Ethereum Bryce de du Chain. monde. Ouais. Merci Nicolas. Ben, merci à toi.